Alors en 1962, muni de mon diplôme de l'école Supaéro, donc c'est l'école supérieure de l'espace et de l'aéronautique et de l'espace en France, donc j'ai fait l'option construction aéronautique. Donc muni de mon diplôme, donc je suis venu en Algérie, et puis je suis venu voir Monsieur Belhad Abdissam qui était en charge donc des étudiants algériens à l'étranger. Il m'a reçu et puis il m'a dit tout simplement qu'est-ce que vous voulez, il n'y a pas de construction aéronautique en Algérie, qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Et puis il m'a pris un rendez-vous chez un monsieur qui s'appelait donc monsieur Melchior, qui était directeur général de l'organisme qui gérait l'ensemble des services de l'aviation civile en Algérie. Donc j'ai été reçu par monsieur Melchior. Monsieur Melchior est un polytechnicien de la promotion de Giscard d'Estaing, 1948. Hein. Et donc, il m'a dit, voilà, vous devriez aller, malgré que j'avais un diplôme d'ingénieur, il m'a dit, vous devriez aller faire l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile en France. C'est la deuxième école, donc la plus prestigieuse, disons, dans l'aéronautique en France. Et c'est comme ça, donc, que j'ai atterri, donc, une deuxième fois, à Paris, à l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, où j'ai passé 2 ans, où j'ai obtenu donc le diplôme d'ingénieur de l'aviation civile. Moi, j'avais déjà été à Air Algérie, j'avais rencontré le directeur technique, M. Bourbigo, et je me rappelle très bien qu'il m'a dit, ici, on n'a pas besoin d'ingénieurs. Bon, M. Bourbigo, c'est un pied noir bon teint, lui, il ne voulait pas du tout d'Algériens chez lui. Il y avait des Algériens, mais c'était des manœuvres à Air Algérie. Mais les cadres étaient tous français. Les cadres, les techniciens, ils étaient français. D'ailleurs, il ignorait qu'il y avait des ingénieurs de l'aéronautique algérienne. Il ignorait. Je vous rappelle que je suis quand même le premier ingénieur de l'aéronautique algérien. Et donc, il a vu arriver dans son bureau un extraterrestre, quoi. Hein. Air Algérie existe depuis 1947. Elle a été créée indépendamment d'Air France, alors que l'Air France avait des vols sur l'Algérie. Mais la compagnie a été créée en 1947, ainsi que la compagnie du téléphone, la compagnie de l'électricité, etc. Pour moi, les Français d'Algérie étaient un petit peu fascinés par ce qui se passait en Rhodésie du Sud, où M. Ian Smith il a demandé l'indépendance par rapport à la mère patrie, par rapport à l'Angleterre. Donc, à mon avis, ils avaient un petit peu cet espoir. Et d'un autre côté, ils étaient fascinés par les États-Unis d'Amérique, l'idée du self-made man, etc., que les États-Unis avaient obtenu leur indépendance au XVIIIe siècle, hein, vis-à-vis de la mère patrie qui était l'Angleterre. Et donc c'était pour eux, c'était un genre d'exemple. Ils ne le disaient pas comme ça, mais moi je discutais avec les jeunes gens, ils étaient fascinés par les États-Unis. Il y avait un mépris, même, je dois dire, pour la France, pour la mère patrie. Celui qui avait le pouvoir en France, c'était le général de Gaulle. Le général de Gaulle connaissait les Algériens, puisqu'il avait son quartier général ici à Alger pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il connaissait bien les Algériens parce que c'était de sacrés combattants quand ils combattaient les Allemands, etc. Il les avait vus à l'œuvre. Il a même décoré certains d'entre eux. Et donc, il avait dit à quelqu'un en 1958, il avait dit avec l'Algérie, quand il a pris le pouvoir, avec l'Algérie c'est l'indépendance. Mais il l'a dit à personne d'autre. Il l'a bien caché. Et donc, sachant cela, il savait que l'Algérie, en 1900, disons, dans les années 60, a commencé les négociations avec le FLN. Bon, il savait très bien qu'on allait vers l'indépendance. Il s'est dit, donc je vais mettre en place deux organismes qui l'intéressaient. C'est quoi? C'était l'aviation et le pétrole. Donc il a mis en place deux organismes.
Je crois que c'était en 1960 qu'ils ont été mis en place, l'un pour gérer l'aviation civile et l'autre pour gérer donc, les ressources sahariennes, c'est-à-dire le pétrole. L'OCRS, qui est devenu l'OCI, et puis donc, pour l'aviation civile, ça s'appelait l'Organisation de gestion des sécurités aériennes, OGSA. Donc cet organisme-là était en place en 1962. M. Melchior en était le directeur général. D'ailleurs, je dois dire que M. Melchior était un homme de gauche, un homme qui comprenait le problème des Algériens. D'ailleurs, sa direction générale, elle a été plastiquée par l'OAS. Donc, on peut considérer par ce geste-là que les gens de l'OAS, les ultras d'Alger, n'aimaient pas M. Melchior parce que M. Melchior était d'opinion libérale. Bon. Et donc j'ai été voir ce monsieur, et donc quand j'ai été le voir, l'organisation de gestion de sécurité aérienne, l'OGSA, était en place. Déjà avant l'indépendance, elle fonctionnait. Et donc, quand j'ai terminé mes études, elle était toujours là, l'OGSA était toujours là. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière, donc à l'OGSA, j'ai commencé à travailler comme un simple ingénieur à l'OGSA. Juste après l'indépendance, il y a eu la création d'un organisme qui s'appelait les aéroports d'Algérie. Cet organisme gérait l'aéroport d'Alger, d'Oran, non, pas d'Oran, de Annaba et de Constantine. En fait, il gérait que les aérogares, parce que toute la partie technique de l'aérodrome était prise en charge par l'OGSA. En fait, il gérait les aérogares, c'est tout. Et donc, M. Toufir Benseman, qui est sur la photo, donc gérait ces aéroports d'Algérie, mais il avait vocation pour gérer l'ensemble des aérodromes d'Algérie, mais il n'en avait pas les moyens techniques, en particulier les ressources humaines, le personnel, il ne l'avait pas. Donc c'est l'OGSA qui avait le peu de personnel algérien technique, était à l'OGSA, et puis le gros des troupes, des cadres français, des ingénieurs, des techniciens français, étaient tous à l'OGSA. Donc on se trouve dans une situation où vous avez donc d'un côté l'OGSA et de l'autre côté les aéroports d'Algérie qui n'avaient pas, le savoir-faire technique. Il était chez l'OGSA. Et l'OGSA, malgré M. Melchior, qui était un monsieur qui était ouvert, mais quand même, ce n'était pas un Algérien, il n'avait pas en tête les intérêts de l'Algérie. Et donc, pendant quelques années, on a fonctionné comme ça, cas un, cas un. Et puis, donc, on avait une situation un petit peu chaotique sur les aérodromes, en particulier les aérodromes d'Alger. On ne savait pas qui était le patron là-bas. C'était pas clair, sur Annaba aussi. Ensuite, Oran était militaire français. Les Français ont quitté et nous ont laissé l'aérodrome de la Sénia. On a commencé à organiser la Sénia, mais toujours avec des Français à la Sénia. Et donc on avait cette situation. On était quelques personnes à trouver que cette situation n'était pas ni souhaitable ni durable. On a commencé à réfléchir, disons, à ce que devait être l'aviation civile dans ce pays. Et puis il y a eu, sur le plan international, il y a eu la guerre du Golfe. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours a mis en évidence un problème dont on n'était pas conscient. Il y avait des avions qui devaient partir, porter des médicaments, des choses comme ça pour aider l'Égypte. Et ces avions ne pouvaient pas décoller. Pourquoi ils ne pouvaient pas décoller? Parce que, pour que vous sachiez un petit peu comment ça se passe, si vous voulez, un avion dépose un plan de vol, le pilote commandant de bord dépose un plan de vol, et au moment du départ, il demande une autorisation de mise en route. L'autorisation de mise en route est adressée au Centre national de la navigation aérienne, aux Arcades, et c'est le centre de navigation qui donne l'autorisation de mettre en route et ensuite de rouler pour le décollage. Et donc ces avions-là n'ont pas reçu l'autorisation de mise en route, parce que les Français, ils savaient très bien qu'est-ce qu'ils allaient faire, ces avions, aider les Égyptiens, et donc ils n'ont pas autorisé. Bon. Alors, ça a été rapporté au ministre et tout ça, et le ministre n'était pas content du tout. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à réfléchir sur l'algérianisation des services de l'aviation. Parce que finalement, on avait vécu pendant
5 ans, de 62 à 67, avec des Français partout dans l'aviation civile. Bon, ça ne gênait pas trop les gens. Nous, on savait que ça ne fonctionnait pas bien, mais disons, à un haut niveau, ça n'inquiétait personne. Mais quand ce problème est arrivé sur le tapis, là, les gens, les politiques, disons, ont réagi. Ont réagi. Notre ministre, qui était M. Bitat, que Dieu ait son âme, c'était Rabah Bitat, c'était quand même un révolutionnaire, il a compris le problème. Et il a dit, on ne peut plus accepter cette situation. Il faut algérianiser les services de l'aviation civile. Alors, on a commencé les négociations avec les Français, dont j'ai fait partie des négociations pour donc algérianiser les services de l'aviation civile. Le 7 décembre, c'est la journée internationale de l'aviation civile. Donc on a célébré ça en 1967, c'est ça, 67. Donc il y a eu le président Boumedienne, et donc on a cette photo-là, qui a inauguré cette journée de l'aviation civile internationale, où il a eu l'occasion de délivrer les diplômes aux nouveaux pilotes algériens. Et il a visité l'école, donc la photo c'est l'école, avec le directeur de l'école, M. Abdelouhab, que Dieu ait son âme, hein, qui nous a quittés. Et donc il y avait M. Bitat sur la photo qu'on voit légèrement, et également le ministre des Travaux publics, M. Zaïbek, et le ministre des Affaires étrangères, M. Lamine Khan, qui était aussi un grand révolutionnaire et qui était, je crois, à l'époque, il était, je crois, ministre de quelque chose. Hein. La situation internationale nous a aidés beaucoup. Nous a aidés beaucoup parce que nous avions également un ministre très compréhensif, M. Bitat, qui nous a donc, on peut dire, donc il a été dans il a suivi un petit peu cette même démarche. Hein, donc, et puis, donc à ce moment-là, donc, on avait besoin de renforcer donc la structure qui était au niveau du ministère. Et donc là, j'étais appelé à prendre des responsabilités au niveau du ministère, moi-même, en personne, ainsi que Bouamran, ainsi que Bouzba. Donc les 3B, on s'est retrouvés là-bas. Et donc là, on a pu mettre en application donc les idées sur lesquelles on avait réfléchi. Et donc, on a fait cela. Et puis, on a organisé les services, et en particulier, personnellement, il m'a été confié donc d'organiser les services au sol. Hein. Et j'ai été visiter plusieurs pays, et j'ai retenu donc ce qu'il y avait de bien chez l'un et l'autre, etc. Et donc, j'ai participé à la rédaction des textes relatifs à l'organisation des services au sol. Donc, c'était l'ENEMA, l'Établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique, dont je n'ai pas été directeur tout de suite. Donc, j'ai laissé les choses comme cela. Et puis, il y a eu un poste à pourvoir à Montréal. Et donc, je me suis présenté. Et donc, ma candidature a été retenue. Donc, en fin 1968, donc, j'ai quitté donc, ce groupe de travail et je suis parti à Montréal. Donc, autre chose m'attendait. Au moment où on a fait appel à moi, j'étais, comme je vous l'ai expliqué, donc depuis 1968, j'étais fonctionnaire international à l'organisation à Montréal, l'organisation de l'aviation civile à Montréal. Moi, j'étais très bien là-bas, hein, donc à Montréal, c'était très bien. Et puis, notre mandat, c'était 3 ans, hein, donc 68, 71, on pouvait faire un deuxième mandat encore, donc 6 ans, et puis on devenait fonctionnaire international avec plein effet, avec donc perspective de retraite et tout ça. Et puis, donc en 70, voilà, 70, 71, on a fait appel à moi pour prendre la direction de l'ENEMA, cet organisme donc, dont j'avais conçu un petit peu la structure, conçu les textes, etc. Et il avait commencé à fonctionner, cet organisme-là. Et puis, donc, il y avait un directeur, il y avait un premier directeur. Et puis, finalement, les gens, disons, n'étaient pas satisfaits. On dit, bon, ben, on va faire appel à Ben Amour, il est là-bas à Montréal, donc il n'a qu'à venir ici, prendre la direction de l'ENEMA. Je dirais, vraiment, intérieurement, je n'étais pas tellement satisfait. Moi, j'étais bien à Montréal.
Bon, finalement, ils ont fini par insister. Et puis le président de l'OACI, M. Walter Benaghi, qui est un Américain d'origine argentine, il vient me voir et me dit, Monsieur Benamour, votre pays vous demande. Bon, je vous en prie. Il me dit, je vous en prie. Et donc, dit comme ça, je ne pourrais pas résister. Et donc, je suis parti donc, à Alger. En fait, j'avais la gestion de l'ensemble des aérodromes, l'ensemble de l'espace aérien, plus les services météo. Aujourd'hui, il y a au moins 7 organismes pour faire ça. Hein. Donc, j'avais 4000 personnes. Ils sont, au moins, si vous faites la totalité de tout ça, il y a plus de 20 000 personnes aujourd'hui. Hein. Donc, en particulier en ce qui concerne l'espace aérien, j'avais la gestion de l'espace aérien. Eh bien, la situation de l'Algérie, à l'époque, il faut se remettre un petit peu en arrière, c'était la Mecque. C'était la Mecque de tous les gens qui avaient donc, des pays en voie de développement, tous les gauchistes, etc. C'était vraiment la Mecque. Et donc ils venaient ici, en Algérie, donc on les trouvait dans les rues, on trouvait donc les gens qui étaient connus à l'époque, on les voyait déambuler dans les rues d'Alger. Et puis il y a eu un moment donné, comme on était très complaisant vis-à-vis des étrangers à l'époque, je dois dire. Hein, on accueillait gentiment les étrangers ici. Et puis il y avait des détournements d'avions. Et puis les avions, souvent, ils venaient à Alger, parce que Alger, c'était vraiment le pays, si vous voulez, de la liberté. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit un jour. Quelqu'un m'a dit, j'ai dit, pourquoi vous venez ici? Il me dit, parce que c'est le pays de la liberté. Donc je me retrouvais donc, au salon d'honneur, à recevoir, donc, d'abord à gérer cette situation sur le plan de l'espace aérien, hein, faire atterrir l'avion. Moi-même, souvent, je discutais avec les pilotes parce que on parlait en anglais, hein, donc dans la navigation aérienne, la langue utilisée, c'est l'anglais. Hein. Et puis, donc, on recevait donc, ces avions qui avaient été piratés. Donc, normalement, on n'a pas le droit, hein, on n'a pas le droit de recevoir ces gens-là. On n'a pas le droit de donner suite à leurs revendications. Mais enfin, l'Algérie, c'était quand même le pays qui s'était libéré. Donc, il avait, auprès des nations, on avait une image qu'on ne voulait pas abîmer. Et donc, on recevait ces avions-là, on essayait d'arranger les choses, etc. Et puis un jour, il y a eu également l'avion d'Al qui est venu ici. Et puis, on ne savait pas quoi faire. Les Palestiniens, ils ont fait venir l'avion ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les Palestiniens, nous avons une sensibilité pour les Palestiniens. On adhère un petit peu à leur cause, à leur combat. Mais enfin là, c'était quand même, ils avaient été trop loin. On n'a pas le droit de prendre un avion, de capturer avec les passagers, tout ça. Et donc, il y avait une petite réunion avec M. Qaïd Ahmed. C'est lui qui présidait la réunion, Qaïd Ahmed. Et puis, donc, on était là en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi, je représentais le ministère des Transports. Il y avait M. Yaker qui représentait le ministère des Affaires étrangères et expliquait diplomatiquement le problème. Puis il a dit, Président Torf Kiraj, on est là en train de, hein, comme des brebis, hein, bon, qu'est-ce qu'on va faire, hein, qu'est-ce que dit la loi, hein? Alors Yaker dit à la Convention de Chicago, bon, allez, barra, allez, dehors, tous ces gens-là, dehors l'avion, les Israéliens, tout ça, et il a eu l'intelligence de faire ça, parce que après, et donc on a été tranquille. On a été tranquille parce qu'on fait ce qu'il fallait faire, il ne fallait pas les accepter. C'est tout. Parce que c'était contraire à la réglementation internationale. Et donc, depuis, donc on est tranquille. Voilà. Depuis cette fameuse phrase de M. Qaïd Ahmed, l'Algérie, pays de la liberté, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. On n'est plus le pays de la liberté. On est un pays normal.